Lorsque l'on a construit la critique du monde dans lequel on vit et tracé les contours de celui dans lequel on souhaiterait vivre, reste à se poser la question centrale du politique, la plus difficile et souvent la plus négligée: comment passer d'un monde à l'autre? Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Ce soir, on va se poser cette question. Que relève le président du Parti Socialiste et bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette? Bonsoir Paul Magnette. Bonsoir. Dans son nouvel ouvrage, La vie large, manifeste éco-socialiste, comment passer d'un monde à l'autre, livre qui vient de sortir à la découverte. Et pour croiser les regards et les réflexions, nous plongerons également dans le dernier livre, dit C'est quoi le socialisme, à la renaissance du livre, d'Édouard Delruel. Bonsoir. Bonsoir. Édouard Delruel, professeur de philosophie politique à l'Université de Liège et président de l'Union nationale des mutualités socialistes, dite Solidaris. Paul Magnette, Édouard Delruel, vous êtes tous deux des intellectuels engagés, professeurs de théorie politique pour l'un et de philosophie politique pour l'autre. Nous avons ici un manifeste éco-socialiste et non socialiste, et un dit c'est quoi le socialisme et non l'éco-socialisme. Alors qu'est-ce qui diffère les deux, Paul Magnette ? Je ne crois pas que ça diffère fondamentalement. L'idée du socialisme est une idée qui a à peu près 2 siècles, qui est d'abord une idée, puis qui devient une pratique, et puis la pratique va faire changer l'idée. Et donc, au fil du temps, Édouard l'explique très bien dans son livre, il y a à la fois l'idée théorique, philosophique qui est construite, et puis il y a la pratique et l'interaction entre les deux. Et je pense qu'il y a différents âges de cette pratique de l'idée socialiste. Et pour le dire de manière un peu synthétique et très brève, je dirais qu'il y a 3 âges, 3 grands âges. Il y a l'idée du socialisme avant Marx et la social-démocratie, qui est un peu ce qu'on a appelé le socialisme utopique de Fourier, de Owen, etc. Et toute une série de pratiques, d'ailleurs, qui sont expérimentées par les mouvements ouvriers, aussi bien dans les grandes villes, à Paris et sa banlieue, que dans les grandes métropoles industrielles en Angleterre ou ici, chez nous, en Belgique. Puis il y a le deuxième âge qui est celui de la social-démocratie au sens large, mais Édouard la définira mieux que je ne pourrais le faire, qui couvre en gros tout le XXe siècle. Et je crois qu'on a besoin d'un 3e âge. Je crois qu'on a besoin de se reposer la question du rapport entre le socialisme et la production, le productivisme, la croissance. Et c'est ça que j'appelle écosocialisme, c'est-à-dire c'est un socialisme qui tient compte, ou qui tient compte à nouveau, je dirais plutôt, des limites naturelles, autant celles du contexte naturel dans lequel on vit que celles de notre nature humaine, donc de nos limites physiologiques, psychologiques, qui ont été trop largement négligées jusqu'ici et dont on doit tenir compte à nouveau. Édouard Delruel, c'est quoi le socialisme dit ? Alors, effectivement, moi je propose une définition du socialisme, il y en a beaucoup, et je crois qu'il faut un peu prendre des positions. Moi je pense que le socialisme se définit par rapport à la question du travail, et par rapport à la question sociale. C'est d'abord la réalité historique, et quels que soient les 3 âges dont Paul Magnette vient de parler, je pense que ça c'est le fil conducteur. C'est le socialisme, c'est la lutte politiquement organisée pour émanciper le monde du travail au sens large, la société en général, y compris l'environnement naturel, de l'emprise qui est exercée par l'accumulation capitaliste, par le capitalisme. Le socialisme, c'est d'abord une indignation morale, un projet politique qui est anticapitaliste. Tout de suite préciser que le capitalisme, c'est pas la même chose que l'économie de marché. Les socialistes, historiquement, n'ont jamais été contre l'économie de marché. D'ailleurs, Paul Magnette vient de le dire, le premier socialisme, c'est un socialisme mutualiste, coopérativiste, qui accepte les règles du marché. Le capitalisme, c'est autre chose, c'est une logique d'accumulation, et tout de suite on vient à la question écosocialiste, c'est produire pour produire, consommer pour consommer, avec comme but final accumuler pour que certains fassent des profits ou ce qu'on appelle aujourd'hui des surprofits. Donc, et si on prend cette définition du socialisme par rapport à la question du travail, par rapport à une opposition à une exploitation capitaliste, c'est pas seulement l'exploitation, c'est aussi l'appropriation, la destruction. Ça, c'est l'autre Karl. Vous avez 2 grandes critiques du capitalisme. La critique de Karl Marx, qui est la plus connue, et une autre, moins connue, même si elle commence à l'être, qui est Karl Polanyi, l'autre Karl. Et ce que Karl Polanyi, donc c'est 1944, la grande transformation, ce qu'il montrait bien, c'est que le capitalisme, c'est pas tellement qu'il exploite, c'est certain, mais il détruit la nature, il détruit nos mondes vécus, il détruit nos traditions, et le socialisme, c'est une réaction
réaction progressiste, une réaction émancipatrice face à cela. Et si je peux ajouter une petite chose sur le rapport entre socialisme et écosocialisme, je suis d'accord qu'on peut le définir selon les 3 âges dont Paul Magnette vient de parler, mais on pourrait montrer que les premiers socialistes sont tout à fait conscients des enjeux environnementaux. Si vous lisez un texte comme La situation des classes laborieuses en Angleterre de Engels, qui est un ouvrage de 1847 ou même 46, Engels décrit la vie des ouvriers, les questions d'hygiène, les questions d'insalubrité, les questions de pollution de l'air, etc. Donc, et on pourrait le montrer avec des gens comme Raspail, tout le monde connaît le boulevard Raspail à Paris, c'est un scientifique et un socialiste qui a mis l'accent sur ces aspects-là. Donc on pourrait tirer un fil, d'ailleurs certains auteurs l'ont fait, pour montrer que le socialisme a toujours eu en fait il a eu sa phase productiviste, c'est incontestable, et peut-être même un peu consumériste dans la social-démocratie, mais il y a un fil rouge écosocialiste que l'on pourrait tirer depuis déjà le 19e siècle. Donc, Paul Magnette, la question sociale n'est pas du tout éclipsée par la question climatique. Elle l'engloberait, c'est ce que vous démontrez aussi dans votre livre. Vous faites la critique du capitalisme et puis vous donnez des propositions et des stratégies. Oui, il y a eu une éclipse de la question naturelle, si on veut. Comme d'ailleurs, il y a eu une éclipse de la question féministe et comme il y a eu une éclipse de la question raciste ou coloniale. Toutes ces questions, aujourd'hui, on les redécouvre et on essaye de les articuler, de les faire converger. Et je rejoins tout à fait ce que disait Édouard. C'est vrai que le socialisme s'est construit autour de la question du travail, fondamentalement, et que, ce faisant, il a un peu mis de côté toutes les autres dimensions, toutes les autres formes d'aliénation, pour reprendre un concept de Marx, qui était un concept absolument central. Or, et c'est ça tout l'intérêt de l'écosocialisme, c'est de redécouvrir que les tout premiers, Édouard citait par exemple Raspail ou les premiers textes d'Engels, mais quand on relit les textes absolument fabuleux de Charles Fourier ou de Robert Owen, par exemple, on voit que eux avaient une vision d'un autre monde qui était une vision totale, une vision complète. Il fallait changer les rapports du travailleur à son travail, mais il fallait aussi changer les rapports d'aliénation de l'homme par rapport à la nature, il fallait changer les rapports entre les femmes et les hommes, il fallait changer les rapports entre les adultes et les enfants. C'est-à-dire c'est l'ensemble des relations qui constituaient le monde, qui étaient marquées par des rapports de domination et d'aliénation et qu'il fallait transformer. Et puis, tout ça a été un peu oublié. La centralité de la question du travail a fait que c'était quand même le travail des hommes plus que celui des femmes. C'était le travail des hommes blancs des régions de la grande industrie plutôt que celui des peuples colonisés et racisés dans les territoires dominés et même, dans une large mesure, que le travail rural qui a été assez largement oublié dans ces conquêtes. Donc il y a eu une telle concentration sur la libération tout à fait légitime, de l'ouvrier, des métropoles, de nos territoires occidentaux, que le reste est un peu passé de côté. Et aujourd'hui, peut-être parce que ce monde industriel, là, n'a plus l'importance, la centralité qu'il avait au 19e et au 20e siècle, mais peut-être aussi parce qu'on redécouvre et qu'on relibère finalement notre regard sur d'autres formes de domination, il y a le besoin de réarticuler dans le combat socialiste la question féministe, la question naturelle, la question sociale, bien entendu, qui reste absolument centrale, et la question du rapport colonial. Et ça, je trouve que c'est un enrichissement du socialisme qui est aussi un retour aux sources. Alors, vous prenez la vie large dans votre livre. Vous avez emprunté cette formule à Jean Jaurès. Nous ne sommes pas des ascètes, il nous faut la vie large. C'est quoi pour vous la vie large ? Alors, chacun en donne sa définition. Je crois qu'il n'y a pas de définition, heureusement d'ailleurs, unanime du bonheur. Chacun a son idée du bonheur. Mais il y a quand même un premier élément qui est qu'il n'y a pas de bonheur possible si on est tous les jours dans la misère et la pauvreté. Si chaque jour, on doit se poser la question de la subsistance, si chaque jour, on doit se demander comment on va payer son loyer, sa facture d'énergie, les frais scolaires des enfants, accéder à une alimentation naturelle et de qualité, renoncer à se soigner, etc., alors il n'y a pas de liberté possible, il n'y a pas d'émancipation possible. Donc il y a quand même ce socle de biens essentiels, de besoins essentiels auxquels on doit pouvoir répondre et auquel la société doit pouvoir répondre. Ça, pour moi, c'est le premier pilier du socialisme, c'est qu'à travers les services publics, à travers la protection sociale, on puisse offrir des réponses à tous ces besoins essentiels. Et puis après, une fois qu'on a répondu à tout ça, le bonheur, c'est une histoire extrêmement personnelle. Est-ce qu'on le met dans le fait d'avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants, dans ses choix d'orientation sexuelle, dans le choix de privilégier ceci ou cela? Mais c'est en tout cas permettre, se dire que dans l'humain,
il y a une série de facultés absolument exceptionnelles, il y a une série d'aspirations à la communion avec la nature, à l'amitié, à la convivialité, le droit à la beauté, les satisfactions esthétiques, etc. Et qu'on doit leur permettre de s'épanouir. Et chacun choisira l'épanouissement en fonction de ses inclinations personnelles. Mais en tout cas, on doit rendre possible le fait de cultiver toutes ces facultés humaines et de ne pas les mettre sous les noir, comme ça a trop longtemps été le cas, parce que les seules choses qui valaient étaient la production d'un côté, la consommation de l'autre. L'humain est beaucoup plus riche que ça. Édouard Delruel, vous aussi, vous pointez cette notion de George Orwell, la common decency, si je le dis bien. Ce serait ça une vie décente, une vie large que le socialisme a tenté d'apporter. Vous pointez aussi d'ailleurs les belles réalisations du socialisme en 2 siècles. Oui, alors la vie décente, qui est la définition effectivement de George Orwell du socialisme, d'abord je pense que c'est vrai que le socialisme, c'est d'abord une réaction éthique. Hein, bon. Et puis après, il y a un projet politique. Mais il y a des choses qui ne se font pas, il y a des accumulations de richesses qui ne se font pas, parce qu'elles corrompent tous nos rapports. Bon. Donc c'est ça, la décence commune en quelque sorte. Bon. Maintenant, je pense que ça ne suffit pas. Et je dis dans mon livre que je ne réduis pas le socialisme à cette définition uniquement morale. Le socialisme, c'est aussi, et Paul vient de le dire tout à l'heure, c'est aussi un projet, et un projet en quelque sorte global. C'est-à-dire que les socialistes partent de la question du travail, de l'aliénation que ça peut poser, de la libération éventuelle que ça peut poser aussi, le travail peut épanouir, même si la liberté se trouve au-delà du travail. Et puis à partir de là, il y a effectivement les questions de genre, il y a la question, si on verra avec la question raciale ou décoloniale, bah c'est une géopolitique hein, qu'il faut réinventer là derrière. Et donc je pense qu'il faut dépasser cette idée de décence commune, même s'il faut partir de là. Alors pour moi les plus grandes réalisations du socialisme, c'est d'abord je vais dire des micro-réalisations, c'est-à-dire des combats, des luttes syndicales. Je suis président d'une mutuelle. Les mutuelles, au départ, ce sont des gens qui se mettent ensemble pour faire face aux problèmes de santé, de vieillesse et de chômage. Et puis c'est en 1945 qu'on a institutionnalisé, étatisé, si on peut dire, enfin en tout cas sous l'autorité de l'État, la sécurité sociale. Mais au départ, ce sont des micro-réalisations des gens. Pareil pour les coopératives, pareil pour les luttes syndicales. Puis après, le droit de grève arrive, et puis les syndicats deviennent des corps intermédiaires, etc., comme les mutualités. Ça, c'est la première chose. La deuxième grande réalisation pour moi du socialisme au XXe siècle, c'est ce qu'on peut appeler l'État social, avec comme cœur la sécurité sociale, et puis les 2 autres piliers que sont le droit du travail et les services publics. Et puis derrière cela, des politiques de régulation de l'économie. Il ne s'agit pas d'une économie complètement dirigiste, c'est une économie mixte, mais qui est régulée. L'État a la maîtrise de la monnaie, du crédit et de l'investissement. C'est la redistribution. Il faudrait reparler de la fiscalité, qui est pour moi un point absolument fondamental aujourd'hui de reconquête des socialistes, et des politiques de concertation. Ça, c'est la grande réalisation des socialistes. Maintenant, il y a aussi, on pourrait en parler, des échecs, et évidemment, on songe au communisme soviétique et aujourd'hui à un pays comme la Chine, je veux dire, qui est un pays communiste qui se réclame du socialisme et qui cumule un régime totalitaire avec un ultra-capitalisme. C'est évidemment un échec fondamental. Et la conversion au capitalisme, elle a été le fait là de l'élite du parti elle-même. C'est pas venu des gens d'en bas. Hein. Les gens n'ont pas voulu le capitalisme. Il a été imposé par en haut. C'est vrai aussi en Russie. Donc ça, c'est évidemment le gros échec de la famille socialiste en général, même si c'est une branche particulière qui est la branche, disons, bolchevique ou communiste. Donc voilà, mais vraiment à très gros traits. Mais regardons les résultats positifs. Et les résultats positifs, ils sont venus d'expériences et d'initiatives qui, au départ, partent du terrain. Et pour moi, le socialisme est fort lorsque, en quelque sorte, en étau, il parvient à la fois par en bas
à lutter, à prendre des initiatives tout à fait concrètes, associatives, et par en haut, il faut la régulation de l'État, il faut l'autorité de l'État, il faut un État qui soit un État stratège, régulateur, et c'est la conjonction des deux, de ce qui vient d'en bas et de ce qui vient d'en haut, qui fait l'efficacité du socialisme. Et à mon avis, c'est encore cela qui est d'actualité au XXIe siècle. Vous dites aussi, Paul Magnette, qu'il faut une planification de cette transition énergétique et climatique dont vous parlez beaucoup par les pouvoirs publics. Oui, on sait qu'il faut changer radicalement nos modes de production et de consommation, c'est-à-dire la manière d'habiter la terre, la manière d'aménager le territoire, la manière de construire ou de transformer des logements, la production de notre alimentation, l'organisation de notre mobilité, puisque l'humain est un animal très mobile et qui ne peut pas s'empêcher de bouger, l'organisation de la production de tous nos biens de consommation, tout ça doit être radicalement transformé. Jusqu'ici, on a espéré que le marché puisse le faire, que simplement donner quelques indications au marché avec quelques normes générales, avec des mécanismes de marché comme les quotas et les marchés de quotas sur lesquels on pouvait échanger des quotas de production de CO2, que tout ça allait nous conduire vers une forme d'autorégulation et d'intégration de la contrainte environnementale dans nos modes de production. Et c'est un échec total, il faut le reconnaître aujourd'hui. C'est un échec total parce que ces méthodes libérales, ces méthodes de marché, elles ont conduit à ce qu'aujourd'hui encore, on assiste chaque année à une augmentation de la production de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et même dans nos pays riches, parce qu'on nous dit que nos pays riches voient leur niveau d'émissions de gaz à effet de serre diminuer année après année. Ça, c'est seulement si on n'intègre pas le fait qu'une très grande partie de nos biens de production et de nos services sont en fait produits ailleurs et qu'ils sont consommés ici. Si on regarde ce que nous produisons comme gaz à effet de serre en intégrant la production et la consommation, ça continue malheureusement à augmenter, en ce compris dans nos pays extrêmement riches. Donc c'est un échec. C'est un échec complet et à un moment donné, il faut en tirer les leçons. Et quelles sont les autres méthodes? Historiquement, effectivement, ce sont des méthodes de planification. Alors évidemment, quand on dit planification, on pense à la planification soviétique, au Gosplan avec les productions. Et vous dites justement qu'il ne faut pas faire peur. Plans quinquennaux, 4 plans quinquennaux qui fait un plan à 20 ans où on allait décrire combien exactement de tonnes de blé on allait produire dans les plaines de l'Ukraine, combien de voitures, de Lada ou de Trabant et combien de logements on allait construire, etc. Ça ne fait pas exactement envie. Sauf que la planification, en réalité, elle est déjà partout. C'est ça qu'on oublie un peu de relever aujourd'hui, c'est que les grands accords qui se font dans le cadre des conventions cadres des Nations Unies, c'est déjà de la planification. On dit en 2050 neutralité carbone. Les grands programmes européens, quand on dit en 2030 on doit avoir atteint 55% de réduction de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'il y a de plus planifié que ça? D'autant qu'ensuite on le décline en objectifs pour le résidentiel, le transport, la production, la politique agricole, etc., etc. Et puis on le redécline à l'échelle nationale ou à l'échelle des territoires, à l'échelle des entreprises, etc. Donc en fait la planification elle est partout. La question n'est pas de savoir s'il faut planifier ou pas, la question c'est de savoir comment on planifie. Et le grand problème de la planification telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est qu'elle est tout sauf démocratique. C'est une planification qui est faite un peu comme ce qu'on appelait le néocorporatisme dans les années 70 ou dans les années 80. C'est une espèce de dialogue entre des technocrates, au sens noble du terme, c'est pas une critique, entre des hauts fonctionnaires d'un côté et des intérêts organisés, plutôt industriels, parfois un peu syndicaux, quoiqu'ici ils ne soient en fait très peu associés à cette planification écologique et sociale. Donc il y a un grand besoin de démocratiser cette planification. On ne peut pas comme ça décréter qu'on supprime les voitures thermiques, qu'on interdit l'entrée des voitures dans tel quartier, qu'on interdit tel et tel type de pesticides, etc., etc., sans avoir un véritable débat démocratique sur ces questions. Le citoyen. Donc on a besoin d'une réappropriation. Ça se fait pas mal à l'échelle locale. Il y a quand même beaucoup de choses, je le vois dans ma ville, mais je le vois un peu partout ailleurs, où à l'échelle locale, on innove sur des processus d'intégration des citoyens, des syndicats, de la vie associative, dans des réflexions sur l'aménagement du territoire, ou la mobilité, l'alimentation, l'éducation même. Mais ça se fait très très peu à l'échelle régionale, nationale. Et on a un vrai besoin d'innover en termes de pratiques démocratiques et de se dire planifier, oui, on en a besoin. On a besoin de se dire, voilà comment nous allons atteindre la neutralité carbone en telle année, le type de produits, de secteurs, etc., qu'on va devoir faire diminuer, ceux qui au contraire vont devoir continuer à croître, mais ça doit être approprié par de vrais processus de délibération collective. Qu'une transition écologique soit sociale aussi soit avant sociale tout. Et démocratique. Édouard Delruel,
il y a quand même une crise dans le socialisme. C'est justement ces citoyens qui se sentent oubliés. Il y a un désintérêt pour la politique, pour les partis. Il y a, et le dit aussi Paul dans son livre, Paul Magnette, les jeunes veulent plus d'idéologie et de combats spécifiques plutôt que de politique. Est-ce que le climat va pouvoir faire bouger les choses? Est-ce que le socialisme doit s'en emparer? Alors d'abord, nous vivons une crise extrêmement grave de la démocratie d'une manière générale aujourd'hui. Je pense qu'on le voit tous, les forces aujourd'hui qui ont le vent en poupe et qui sont plutôt dominantes sont des forces néofascistes, tout simplement. Et c'est d'autant plus grave qu'elles s'interpénètrent avec les forces libérales de plus en plus, dans une indistinction entre la droite libérale classique et l'extrême droite la plus nauséabonde. Ça, c'est un vrai danger sur la démocratie. Et la social-démocratie, elle subit cela, comme toutes les familles politiques traditionnelles. Ne parlons pas de la démocratie chrétienne qui est encore plus en danger que la social-démocratie. Et on pourrait ici montrer comment la social-démocratie... Donc d'abord, juste un mot, social-démocratie, c'est pas la droite du socialisme. La social-démocratie, c'est la conjonction d'un parti qui lutte sur le plan politique, à travers le Parlement et un parti politique, un syndicat au niveau social et de grosses organisations comme les mutuelles ou d'autres grosses associations sur le plan social. Et c'est la conjonction des trois, ce qu'on appelle en Belgique l'action commune socialiste, qui est pour moi le cœur de la social-démocratie. De ce point de vue-là, la social-démocratie est tout à fait à gauche et n'est pas... voilà. La seule chose, c'est que la social-démocratie, évidemment, accepte les règles du débat démocratique, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire la négociation sociale et la vie associative. Cette social-démocratie, elle a eu deux grandes périodes. Une période entre 1945 et 1980 où elle était peut-être même hégémonique, en tout cas culturellement hégémonique. Elle a vraiment transformé la vie des gens. La sécurité sociale, je pourrais le montrer, a vraiment changé la société et changé la vie des gens. Puis il y a eu une période, on va dire, néolibérale, où la social-démocratie a fait des compromis, parfois, je pense, des compromissions. Par exemple, la troisième voie, dont Macron est encore l'héritier. Mais la social-démocratie avait encore des victoires. Que ce soit des victoires défensives, défendre la Sécu, les pensions, la santé, assurance chômage, ou des victoires sur d'autres plans, notamment sur le plan éthique, avortement, euthanasie, etc. Et aujourd'hui, il faut bien admettre que la social-démocratie de gouvernement, le socialisme de gouvernement, est un peu en panne de victoire. C'est-à-dire, quelle grande victoire socio-économique ou quelle grande victoire de société aujourd'hui la social-démocratie peut-elle encore avoir? Et ça, c'est vraiment, la social-démocratie est dans un tournant pour se réinventer. Évidemment, il y a intégré la question écosocialiste et l'ouvrage de Paul Magnette, c'est vraiment une proposition théorique politique extrêmement forte et extrêmement convaincante. Et puis il y a effectivement de réarticuler autour de la question du travail, la question naturelle, on vient de le dire, la question féministe, la question dite décoloniale, le rapport à la discipline aussi, le rapport au temps libre, le fait que les jeunes générations veulent de plus en plus pouvoir allier la vie professionnelle avec la vie personnelle, donner du sens au travail. Tout ça, ce sont des combats nouveaux, et je perçois chez mes étudiants, peut-être Paul Magnette aussi, que les jeunes aujourd'hui ne se positionnent plus autour de socialisme, communisme, libéralisme. Par contre, je peux vous assurer que les jeunes, en tout cas ceux que j'ai comme étudiants, dès qu'il s'agit de questions de sexualité, la question de l'écologie, la question des migrants, des questions du bien-être animal, etc., ils sont extrêmement pointus et très engagés. Et je pense que le socialisme doit savoir réarticuler tous ces combats et les englober dans une offre politique globale. Vous dites d'ailleurs, sinon le socialisme est perdu. Paul Magnette, un mot et puis on conclura par une dernière thématique. Les jeunes véritablement s'engagent sur des combats spécifiques, et vous le dites aussi, qu'on doit encourager ces actions-là, même ces rétroactions positives. Oui, alors j'ai toujours un peu du mal d'abord à parler au nom des jeunes, parce que je suis un ancien jeune, mais je ne suis plus exactement jeune. Voilà, j'ai des jeunes enfants et j'ai des jeunes étudiants. Moi, c'est encore pire, je suis encore plus vieux. Bon, à peine. Et ensuite, Bourdieu disait la jeunesse, ce n'est qu'un mot. Il faut faire très attention quand on dit les jeunes, il y a toujours quelque chose de très englobant. Entre un jeune qui vit des grandes difficultés sociales, un jeune qui a fait des études supérieures et qui réussit très bien dans la vie, un jeune qui travaille ou qui travaille tout en étudiant et
vice-versa. Les situations sont infiniment différentes et donc on ne doit pas trop globaliser. Mais il y a quand même des effets générationnels, il y a quand même des effets de marqueurs générationnels. Et je rejoins tout à fait ce que disait Édouard et aussi le lien implicite qu'il faisait entre les succès et les impasses de la social-démocratie et ces nouveaux combats. L'une des raisons pour lesquelles la social-démocratie peut, à un certain moment, apparaître essoufflée, je crois, c'est simplement qu'elle est victime de son succès. C'est pas la même chose d'être en 1920 et de se battre pour la journée des 8 heures, de se battre pour les retraites, de se battre pour le suffrage universel, c'est-à-dire des grandes ruptures fondamentales de l'organisation de la société, et d'être en 2020, un moment où tout cela existe, où tout cela, et la société est déjà tellement démocratisée, les inégalités ont déjà tellement été réduites, la pauvreté qui était 80% de la population, en est encore 15%, c'est insupportable, mais le rapport s'est totalement inversé. Donc on est à un moment donné où il faut perfectionner, améliorer un modèle qui a été largement construit, ça c'est un des éléments, sur le plan des inégalités sociales, mais peut-être aussi à un moment, alors c'est un vieux thème, c'est marrant parce que je relisais des textes que Édouard doit très bien connaître, de Herbert Marcuse, le grand théoricien de la libération d'après mai 68, et on retrouve exactement ces mêmes thèmes-là, qui est de dire, bon, dans le fond, le socialisme a rempli sa mission historique, qui était de libérer les individus de leur dépendance par rapport à la misère, à la pauvreté, à la nécessité. On est sorti de ce que Marx appelait le règne de la nécessité. On en est sorti, on est théoriquement dans ce que Marx appelait le royaume de la liberté. Enfin, aujourd'hui, tout le monde peut à peu près se loger, se nourrir, se vêtir. Donc les questions de biens fondamentaux, dans nos sociétés riches évidemment, hein, je ne parle pas d'autres régions du monde ici, ces questions-là sont à peu près réglées, en tout cas pour l'immense majorité de la population. Et donc on devrait pouvoir ouvrir d'autres grandes questions qui sont celles des rapports entre les femmes et les hommes et de la question du genre en général, d'ailleurs au-delà des rapports entre femmes et hommes, entre les générations, entre les groupes sociaux, entre les différentes origines, etc. Et chercher à permettre à toutes ces autres facultés humaines qui ont été un peu contraintes en quelque sorte. Il a fallu, c'est ce que Freud disait déjà aussi, il a fallu mettre sous pression tous nos désirs les plus profonds pour orienter l'énergie humaine vers le travail et la production et nous libérer de la dépendance par rapport à la nécessité, atteindre l'abondance. Mais une fois que c'est fait, on devrait pouvoir libérer toutes ces autres aspirations fondamentales de notre nature qui sont au fond de nous. Et on n'y arrive pas, véritablement. Alors pourquoi ? Ça, c'est la question qui a été posée déjà après 68. Je crois qu'aujourd'hui, mine de rien, ce travail se fait dans la société et que tous ces mouvements, dont la jeunesse est porteuse de réflexion sur ce que signifie le genre, de ce que signifie l'identité ethnique, de ce que signifient nos rapports sociaux, qui ont peut-être moins d'importance, effectivement, pour cette génération qu'il en avait pour les générations précédentes, du rapport à la nature, de l'épanouissement de nos facultés, sont des questions qui sont en train de s'installer un peu discrètement. Il y a une espèce de révolution silencieuse, je pense, quand même, où toutes ces questions sont en train de prendre une grande centralité dans la nouvelle génération politique et à nous, la nouvelle génération, et à nous, représentants politiques, d'entendre ce bruissement dans la société qui, je crois, est le signe d'une transformation très, très profonde des rapports sociaux. Il reste une grosse minute et demie, Édouard et Paul Magnette. Justement, pour terminer, pour clore cette émission laïque, que pensez-vous de la laïcité ? Est-ce que la laïcité peut être un bon partenaire, justement, du socialisme pour combattre toutes ces nouvelles questions ? Bien sûr, je pense que la laïcité, en tant qu'elle permet notamment de dire, dans tout ce qui a été l'histoire des religions, des philosophies, des civilisations, il y a des aspirations anthropologiques fondamentales auxquelles on n'a pas répondu. C'est ce que Castoriadis, par exemple, disait très bien. Et maintenant, il est temps de leur donner tout leur espace. Là, il y a une puissance politique potentielle extraordinaire. Laïcité, socialisme, Édouard Delruel ? Oui, pour moi, la laïcité, c'est une idée très simple, c'est l'égalité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence de conviction, de choix personnel, de choix de sexualité, etc. Et donc tout le monde doit avoir accès aux conditions d'une vie épanouie, quels que soient ses choix de vie, quels que soient ses choix de croyance. Quelqu'un dans ma mutualité a dit, tiens, il faudrait qu'on dise que Solidaris est laïque. Mais dans quel sens ? C'était ça qu'il voulait dire. On est une mutualité, les socialistes accueillent tout le monde et ne font pas de différence de croyance,
d'appartenance, de sexualité, et évidemment de race et d'ethnie. De ce point de vue-là, la laïcité est évidemment un des piliers du socialisme, c'est incontestable. Merci beaucoup messieurs, encore beaucoup de choses à découvrir dans vos livres, on doit évidemment l'admettre. On n'a pas fait le tour de toutes les questions que vous soulevez. Paul Magnette, La vie large, manifeste éco-socialiste à la découverte. Édouard Delruel, Le socialisme, préface de Paul Magnette, la renaissance du livre. Merci à tous les deux d'avoir été là ce soir avec nous. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir choisi de nous écouter. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci, bonsoir.